Toi, une musique des années 80, on voulait qu'elle soit intemporelle ou moderne. Ça aussi, pour moi, c'était important, parce que, je l'ai dit, ça se passe dans les années 80, mais je pense que c'est un film qui nous questionne. Enfin, c'est un film d'aujourd'hui. Bravo. Bonsoir, merci pour ce film que j'ai bien aimé aussi. Alors, j'allais poser la question aussi de techniquement comment ça se réalise. Donc, je vais m'attarder sur deux détails. Donc, vous parlez quand même d'animer une photo, en gros, mais enfin, j'imagine que c'est quand même des techniques digitales. Enfin... Oui, c'est numériquement qu'elle anime la photo. On a la photo qui est argentique, qui est numérisée, et après, image par image, elle fait bouger tous les petits trucs qui sont sur la photo. Donc ça, c'est vraiment un travail totalement numérique. Mais les acteurs jouent sur fond bleu ou... Ils jouent sur fond, ouais, exactement. Ils jouent, ça ressemble à rien, donc on monte, ça ressemble à rien. Ils sont vraiment... il y a 3 bouts de ferraille qui figurent une passerelle. Derrière, il y a des fonds verts. Ils étaient verts, dans le fond, ils auraient pu être bleus. Et après, ce qui est assez magique, parce qu'on a vraiment un émerveillement presque d'enfant, c'est qu'à un moment donné, au montage, mais assez tard dans le processus, parce que c'est cher et qu'il faut être sûr de son coup quand on le fait, assez tard dans le processus, pouf, l'image apparaît. Quoi. Okay. Et sur les plans rapprochés, on construit dans leur dos ce qu'ils sont censés avoir un objet de construire sur les plans rapprochés, et on complète ce qui est au-dessus des têtes par des vertices. Ok. Un autre détail, il y a une salle de réunion, il y a des carrés partout, les fenêtres, le plafond. Vous l'avez créé ou vous avez trouvé c'était ça? Non, on s'était dit, il faut qu'on pense, il faut qu'on se mette dans le cerveau d'un type qui est omnubilé par le carré. Parce que je Prékelsen, les 4 chapelles qu'il a construites, moi je les ai visitées, elles sont toutes cubiques et à l'intérieur il y a des carrés partout. D'ailleurs, on en voit une dans le film de ces chapelles. Il y a des carrés au plafond, il y a des carrés, si on fait attention, ou en tout cas des formes rectangulaires, absolument partout. Donc il était obsédé par cette forme. Donc nous on s'est dit, il faut que ce motif du carré on le reprenne. Donc on l'a repris dans le cadre de l'image, comme tu l'as dit en introduction, pour que ça imprime bien la rétine du spectateur. Et puis vous avez vu, le lapin c'est un cube. Enfin, dès qu'on l'a pu, on a mis des cubes. Et quand on faisait les repérages, c'était pareil. On se disait, si on a des salles qui vont être géométriques, qui vont évoquer le carré, profitons-en. Donc cette salle, non, on l'a trouvée... à un moment, on fait des repérages parce qu'on cherchait une salle qui fasse salle de réunion au Louvre. On est tombé sur cette salle qui est improbable, qui ne ressemble pas au Louvre du tout, mais on s'est dit, elle pourrait y être et ce sera notre salle de réunion. Ok, et dernière question. Moi, le personnage, je le vois quand même comme mégalomane paranoïaque à la fin. Il y a des éléments, ou bien on se dit pour faire un bâtiment comme ça, il faut être mégalo un peu, ou bien est-ce qu'à force de fréquenter des architectes, ça un peu, il y a ce côté-là chez les architectes? Moi, je pense pas qu'on soit nécessairement mégalomane et paranoïaque quand on est un grand architecte. J'ai rencontré des très grands architectes qui étaient ni l'un ni l'autre. Après, on peut le devenir. Je pense qu'on peut aussi lui trouver des circonstances atteignantes. Le type, il vient d'ailleurs, donc d'une autre culture, et d'un seul coup découvre quelque chose qu'il ne connaît pas. Et comme je l'ai dit, découvre une échelle qu'il n'a jamais vue. Donc je pense qu'il peut être pris de vertige, et ça peut expliquer pourquoi il dégoupille, on va dire. Et puis c'est aussi parce que les gens qui m'ont parlé de lui m'ont décrit quand même ça. M'ont décrit qu'il était très arrêté sur ses idées, et à un moment donné complètement paranoïaque. Dès qu'il est arrivé en France, il est arrivé en France convaincu qu'on allait essayer de lui voler son idée ou de l'entourlouper. Ils ont vraiment l'image quand même au Danemark qu'on n'est pas très sérieux, qu'on est des filous, qu'on ne fait que parler, qu'on ne tient pas notre promesse. On lui avait tellement dit, il le craignait tellement que presque il l'a provoqué, ou il s'est mis à croire, il a crié avant d'avoir eu mal, quoi. Donc voilà, mais je pense qu'on s'attache à lui parce qu'il est très sincère, le personnage, et parce qu'on le voit souffrir aussi. C'est deux choses qui font qu'on a quand même une forme d'empathie pour lui, bien qu'à un moment on constate qu'effectivement il va trop loin. Oui, je trouve que c'est un film très audacieux, ce que j'ai aimé, c'est beaucoup le traitement de l'espace. Je reviens à ce que dit un peu monsieur. J'ai bien aimé la verticalité dans le film. On voit dans l'affiche, il y a plein d'arbres. À la fin, ça finit avec les arbres des forêts. Lorsqu'il meurt, je peux en rappeler, mais il y a plein de lampadaires. Il y a les tours, il y a les grues, il y a les colonnes de l'Élysée. Alors, est-ce que cette verticalité, c'est ça a des mesures, son ambition, son intégrité aussi? Et je trouvais que ça créait un dialogue avec les formes plutôt courbes. Par exemple, le tube en verre de Swann, lorsqu'il rentre dans un tunnel pour aller en Italie, il emprunte à un moment un autre tunnel
Lorsque Swan l'attend, il vient aussi, il y a la forme d'arche, l'arc de triomphe, il y a des colonnes sur le côté, ça fait comme un couloir ouvert aussi. Et je trouve qu'il s'enferme de plus en plus jusqu'à la cabine téléphonique où il appelle sa femme et il est comme enveloppé dans cette cabine cylindrique aussi. Je trouvais que ce dialogue entre la verticalité et une espèce de radicalité dans laquelle il s'enferme avec les cylindres et les formes courbes, voilà, j'ai trouvé, il n'y a pas un plan, il n'y a pas quelque chose qui soit vertical. Et le fait qu'il s'enferme de plus en plus, j'ai aimé ce dialogue et je trouve que ça dit tout le personnage. Enfin, moi, j'étais très séduit par ça. En tout cas, merci pour En tout cas, il y avait l'idée qu'il allait finir par être enfermé dans son cube, ou enfermé dans le carré d'image. Il y avait cette idée-là qui était une idée théorique, mais qu'on a essayé d'appliquer. Moi, je me suis pas dit, tiens, on va travailler la verticalité, mais c'est sûr que, j'ai dit, la figure du carré devait être omniprésente. Et dès lors qu'on faisait un film sur un architecte qui construit une œuvre de cette forme-là, ça a conditionné nos plans. Et nos plans, ils devaient forcément être géométriques. Moi, mon plan préféré du film, c'est quand Mitterrand, qui est joué par Faux, se baisse pour regarder dans le cube et qu'on voit vraiment son visage rond qui rentre dans le carré. C'est comment mettre un rond dans un carré. Moi, j'adore ça. Je trouve que ça raconte un truc du film et de ce projet aussi. Et puis, c'est drôle. Mais voilà, là, le sujet inspirait une certaine composition, on va dire, des cadres, et était stimulant par définition. Et le sujet structurait l'image, on va dire. Le micro arrive en courant. Merci pour ce film. Je ne connais pas spécialement la Grande Arche, mais je me demande à la fin du film ce qui a été gardé ou complètement rejeté du projet de cet architecte. Les fenêtres, les bureaux, le marbre, tout ce que vous savez. Bah, le projet était plus large puisqu'il devait y avoir d'autres cubes à côté, etc. Et ça, rien n'a été construit. Pour les raisons qui sont dites dans le film, ils ont loti en construisant des barres qui sont noires, qui ont été faites par Buffy et qui sont beaucoup plus denses afin de financer le cube principal. Le cube, il a exactement la forme que voulait Spreckelsen, mais ils ont mis plus d'étages, ils ont loti plus que ce qui était prévu pour pouvoir louer plus d'espace, donc la hauteur sous plafond est plus basse que ce que ça devait être à chaque étage, pour pouvoir y mettre plus de bureaux. Mais voilà, la forme générale est celle que voulait Spreckelsen. Le marbre de Spreckelsen, enfin le marbre a été intégralement déposé en 2009 parce qu'il s'effritait et qu'il tombait. Donc la prédiction qui disait que la pollution allait attaquer le marbre et que donc cette solution était irrecevable sauf à traiter le marbre était juste et ils auraient dû traiter le marbre. Et pour le coup, tout ce qui concerne dans le film le chantier, les aspects de construction ou les aspects socio-politiques, tout ça c'est avéré, c'est documenté et donc c'est vrai. Et on a d'ailleurs une vidéo, cette scène elle est filmée, où on voit Mitterrand se prononcer sur le marbre et je reprends exactement ce verbatim quand il dit le marbre, la pierre est la pierre, on ne peut pas l'altérer, quand on veut savoir si le marbre peut résister aux assauts du temps, il y a assez d'exemples pour considérer que la preuve en a été apportée. C'est vraiment une phrase que Mitterrand a dite, c'est une phrase derrière laquelle Spreckelsen s'est abrité pour dire bah, vous voyez, on ne traite pas le marbre, d'ailleurs le président ne veut pas, ça a ulcéré la maîtrise d'ouvrage, mais n'empêche qu'ils n'ont pas traité le marbre et qu'en 2009, aux frais de chacun d'entre nous, ils ont tout refait et c'est du granit maintenant qui a été mis. Et voilà. Et l'autre échec quand même de l'arche, c'est que malheureusement aujourd'hui le toit, qui devait être un espace public, qui est magnifique, moi j'ai eu l'occasion de le visiter, le toit il est immense avec beaucoup d'espaces d'exposition, et puis c'est que des matériaux qui sont très nobles, c'est vraiment des très très beaux espaces. Il y a le toit et il y a la terrasse qui est sur le toit, est fermée, totalement fermée, interdit au public, et tout ça depuis plusieurs années, et ça c'est vraiment un échec, quoi. Ça crève, c'est un crève-cœur. Et même l'occupation du bâtiment, là Laurence Cosset en parle très bien, elle disait que justement avec ces plafonds très bas, les ministères qui se sont succédés là ne voulaient pas, parce que les bureaux étaient trop... Oui, ils ont du mal à la remplir. Il y a toujours un pied qui appartient à un ministère, qui est le ministère de la Transition écologique, et l'autre pied qui appartient à des assurances. Mais c'est pas rempli, ouais. Quid de la peinture, la symphonie du cube? Alors, quid de la peinture? Alors d'ailleurs, la peinture, le mec qui joue le peintre, qui joue donc Dewan, c'est le compositeur. Je lui ai demandé de faire le peintre, puisqu'il a tous les talents. Alors, elle a vraiment été faite. Alors, d'un côté, il y en avait une de chaque côté. À l'intérieur ou... À l'intérieur, elle était faite à l'intérieur. Et il y a un côté où ils n'avaient plus d'argent à la fin, donc ils l'ont fait que au rez-de-chaussée et au premier étage. Mais en revanche, l'autre côté, elle va jusqu'en haut. Elle a été faite intégralement. Ils l'ont restaurée il n'y a pas si longtemps, donc elle est là.
Alors, je trouve qu'elle pâtit justement du fait que les étages soient plus bas que prévu, parce que c'est dans des couloirs, et les couloirs sont très bas de plafond, donc on a vraiment du mal à la voir. Mais il y a certains étages où ils ont créé des open space, et donc désormais on a un peu de recul sur la fresque, et c'est très beau. Voilà, donc elle existe, elle est toujours là, ils l'ont faite, en tout cas partiellement. Et ça, c'est une phrase qu'il a réellement dite, Speckelsen, que c'était comme une symphonie, qu'on allait apercevoir étage par étage et progressivement découvrir Je voudrais rajouter que ce film, il rentre dans votre façon de travailler aussi. Parce que tout ce que vous faites en cinéma, c'est aussi une réflexion sur l'importance des décors dans la vie des individus. Les décors, ils pèsent, comme dans Django, ils pèsent sur le comportement des individus. Et il y a aussi une réflexion sur l'enfermement et la perte. C'est deux thèmes que vous développez de manière magistrale, sans le montrer justement, mais en le suggérant. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, après, j'ai pas conscience de poursuivre ce thème-là de film en film, mais c'est sûr que là, en faisant un film sur un architecte qui en plus construit un bâtiment public, je suis obligé de m'interroger sur qu'est-ce qu'un espace privé, qu'est-ce qu'un espace public, comment on le pense, comment on le distribue. C'est des questions que je trouve hyper intéressantes. Et aussi comment rendre compte de ces espaces, puisque le cinéma, c'est l'espace et du temps, donc et évidemment, comment on le cadre. Les architectes, ils parlent beaucoup de cadrage, de séquences quand ils parlent de leur bâtiment, et c'est des questions que nous aussi on se pose quand on réalise, donc oui, forcément, il y a une réflexion là-dessus. Mais je ne serais pas tellement capable de théoriser davantage sur ce sujet. Je n'ai pas théorisé. Hein. Non, bien sûr, non, mais pour ma part. Je te repasse devant, je suis désolé. J'ai beaucoup aimé l'interaction entre le politique et l'architecture, et je voulais savoir si vous allez retravailler sur le thème de l'architecture, parce que j'aurais une suggestion à vous faire éventuellement. Alors, j'ai pas prévu de refaire un film sur l'architecture, mais en revanche, on a tous envie de connaître votre suggestion. Ah bon, eh bien écoutez, c'est travailler sur Ahmedabad, parce qu'Ahmedabad, c'est le berceau au niveau politique de Gandhi, et il y a des architectures de Cannes et du Corbusier. Ouais. Très bien, ouais. Ça coûte très cher. J'irai au moins le visiter. Alors, je crois qu'il y a une question là-haut, non? Ouais, regardez, tout là-haut, vraiment l'arrière central. J'étais dans l'axe. L'axe royal. Oui, merci beaucoup pour cet excellent film. Au-delà de la taille de l'opération et de cette fin tragique, je pense qu'il y a plein de messages, en étant un peu professionnel de ce milieu-là. Est-ce que vous avez imaginé de faire des diffusions dans les écoles d'architecture pour sensibiliser ces nouveaux étudiants à ce domaine-là, à la relation entre un maître d'œuvre d'exécution, un donneur d'ordre et voire un politique? Je crois que le distributeur est dans la salle, il pourra vous confirmer, mais on a fait en tout cas une projection à Paris, organisée par l'UNEAP, qui est une association d'étudiants en architecture. Et c'était complet, et c'était super. Et d'ailleurs, il y avait un des étudiants, je crois que c'était à Paris-Belleville, qui disait, en début d'année, notre prof, elle demande à tous les élèves de lire La Grande Arche de Laurence Cosset. Donc moi, par respect d'escalier, je me suis dit peut-être que maintenant, elle leur proposera aussi de voir le film, adapté du livre de Laurence Cosset. Non, mais en tout cas, on a soumis, on s'est approché des écoles d'architecture pour qu'ils puissent voir le film, et puis s'il y a des étudiants qui veulent le voir, tant mieux. Oui, je ne peux que être d'accord, quoi. En tout cas, ce qui est intéressant quand on fait un film, le film d'avant, vous en avez parlé, c'était Bordeaux dans une prison, celui d'avant, c'était un procès, c'est qu'à chaque fois, on approche, c'est parfois l'occasion d'approcher un milieu qu'on ne connaît pas forcément, parfois d'approcher un territoire et les gens qui vivent ce territoire et d'aller à la rencontre. Là, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de plaisir, moi, alors je connaissais un petit peu l'architecture, mais là, de pouvoir m'y plonger, j'ai trouvé ça passionnant. On peut l'évoquer en quelques mots, mais ton prochain film, ce ne sera pas du tout sur l'architecture, ce sera sur une plage. C'est ça? Ouais, le film d'après, c'est comme pour les acteurs, moi j'aime bien les contrastes, donc j'ai fait tout le contraire, j'ai fait un film qui se passe en 24 heures, sur une plage, avec que des adolescents, et un film contemporain, donc on peut filmer tout ce qu'on veut dans tous les sens sans devoir intervenir, il n'y a aucun effet spéciaux. Ce sera tiré d'un livre? Oui. Ce sera tiré d'un livre, ouais. C'est tiré d'un premier livre français, ça s'appelle La Chaleur, le livre de Victor Gessin, c'était un premier livre. Il vient d'en sortir un magnifique. Il vient d'en sortir un, Ça absolument. fait
qui s'appelle la joueuse. La mauvaise joueuse. La mauvaise joueuse, voilà. Et ben, c'était son premier livre, celui-là. Et, Il y a quand même un meurtre. Il y a un meurtre, ouais, il y a un meurtre. Enfin non, il y a un mort. Il y a un mort. C'est un Et meurtre. il est très intéressé. Bah, on verra. Là, je suis en début de montage, j'espère que je vais réussir le film. Mais en tout cas, moi j'ai adoré faire ce film, j'ai adoré, comme je disais tout à l'heure, découvrir les effets spéciaux. Même c'était plus cher que les films que j'avais fait avant, c'était un peu plus lourd, ça crée des contraintes, mais toutes ces contraintes elles sont fécondes. Mais là j'ai été content de faire un film beaucoup plus simplement, avec que des jeunes qui n'ont jamais tourné, dans un tout autre contexte et un autre cadre. Il est sorti au Danemark déjà ou pas? Non, il sort au Danemark en décembre. Il sort d'abord en France. Le 5 novembre, ouais, c'est marqué. On est les pionniers, quoi. Je remercie vraiment le PAT qui distribue le film, Xavier Goyen qui est là-bas au fond de la salle. Vous voyez souvent le logo du PAT et il faut acheter, donc merci à eux. Merci beaucoup. Merci à vous.